Chers amis, bonjour. Nous sommes le 22 août 2024 et aujourd'hui, je vais en Turquie en direct avec Alixé. Bonjour Alixé, comment vas-tu? Très bien, merci. Toi, Marc. Ça va bien. Moi, je suis à Hong Kong, il est un petit peu tard comme d'habitude. Je vais prendre une nouvelle. On s'est rencontrés il y a environ un an, je crois, ou un peu plus. À peu près, ouais. Ouais, À c'est peu un près. an, presque un an et demi. Je suis passé par Istanbul pour aller en Russie. Et on s'est rencontrés, donc voilà, j'ai découvert quelqu'un de très sympathique, on est resté en contact et je voulais parler un petit peu de ton parcours. Tu as déjà répondu par écrit à quelques-unes de mes questions, je voulais revenir dessus parce que tous nos membres ne veulent pas forcément lire les articles, donc on va en parler. Je vais te reposer les mêmes questions pour savoir un petit peu, connaître un petit peu ton parcours et notamment ce que tu as fait avec la Légion étrangère, la Turquie, la Russie, bon, tout ce que tu as d'intéressant à nous dire. Ça te va? Il y en a pour toute la nuit, j'espère. Non, bon, j'espère que ça Tu va as- durer 5 minutes, 5-10 minutes. Non, des fois on fait 1 heure, mais c'est souvent trop long parce que Ouais, non, c'est mais pas côté. Mais on Marc, va, on va essayer d'être concis. tu connais mon sens de l'humour quand même, non? Ouais, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, première question, pourquoi tu habites en Turquie depuis combien de temps? Alors, je suis arrivé à Istanbul en octobre 2022. Voilà. Suite à un événement que je ne souhaite à personne, c'est qu'on appelle le divorce. Donc, j'ai décidé de m'éloigner de ma femme, on va dire. Et comme je suis né en Turquie et je parle couramment la langue, j'ai aussi la nationalité turque, j'ai décidé de vivre ici, d'abord pour m'éloigner et deuxièmement, la vie, elle est moins chère ici. Elle était beaucoup moins chère, comme je te l'ai indiqué dans mes réponses à tes questions. Ça reste toujours très intéressant, mais il a une inflation quand même. Bon, enfin bref, on reviendra tout à l'heure. Voilà, il avait deux raisons pour vivre mieux avec ma retraite et m'éloigner de mon épouse parce que après un divorce, il vaut mieux s'éloigner. Moi, rester ami, je divorce, je reste ami après 24 ans de mariage. C'est un peu compliqué au début. On ne peut pas tourner la page d'un seul coup. Surtout moi, ça m'arrive de tourner la page, mais je ne ferme jamais le livre. D'accord, mais tu peux divorcer, rester dans la même ville, ne pas se voir, ne pas se parler. Tu n'es pas obligé d'aller à l'étranger. Écoute, notre mariage, c'est un peu exceptionnel, hein. J'ai connu ma femme en pleine guerre au Kosovo en 1999. Elle est française? C'est une, Elle est kosovare, voilà. Elle est kosovare. C'est une aventure extraordinaire. D'ailleurs, un journal français, elle a fait un très grand article sur notre mariage. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons vécu 24 années ensemble. On a eu des hauts et des bas comme dans toutes les familles. Vivre dans la même ville à 18 000 habitants où j'ai des chances d'aller croiser de temps en temps et souffrir, parce que j'ai beaucoup souffert, je l'avoue, ça ne me convenait pas. Voilà. Donc, je suis parti, je suis heureux. C'est la seule chose que je regrette, ne pas être venu un an plus tôt. D'accord. Oui, bon, si Donc, tu me dis que c'est je 18 ne 000 habitants, souhaite je comprends. Ouais. Je ne souhaite à personne, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, si quelqu'un il est en train de divorcer, venez à Istanbul, ça vous changera des idées. Ça fera du bien. D'accord. C'est quelle ville, pour information, de 18 000 habitants? Bagnols-sur-Cèze. D'accord. Personne ne la connaît, personne ne la Je ne connais pas. connaît. C'est à côté entre Avignon et Nîmes, Ah, d'accord. Bon, c'est le sud. au sud de la France. Ouais. C'est beau. Ouais. Très bien. Alors, bon, tu nous as dit que tu es né à Istanbul. Donc, tu Ouais. es turc, tu es français. Je crois que tu as de la famille russe aussi. Donc, tu es multiculturel. Est-ce que tu peux nous en parler? D'où viens-tu et d'où vient ta famille? Alors, mes grands-parents, ils ont immigré la Turquie lors de la Révolution
1917, la révolution bolchevique. Donc, ils sont venus en Turquie. Mon grand-père a connu ma grand-mère en Turquie aussi. Ils sont venus par les voies différentes. Donc, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, donc mon père, étant donné qu'il était né par des parents non mariés, ni mon grand-père ni ma grand-mère avaient le droit de donner leur nom de famille. C'était une loi à l'époque en Turquie, peut-être elle existe encore. Donc ils ont choisi un nom russe, puisque nous sommes russes orthodoxes. Ils l'ont appelé Nicolas. Et le nom de famille, c'est l'État qui l'a donné, la municipalité, enfin la préfecture, je ne sais pas. Et ils ont appelé Kent. Donc Kent, c'est un nom américain, ça peut être américain, mais aussi on l'utilise en Turquie. Ça veut dire ville. Donc ça faisait Nicolas Kent. Et moi, j'ai pris son nom, bien sûr. Ça remonte jusqu'à mon père. Le vrai, le vrai nom de mon grand-père, qu'il était cosaque de Kuban, en Russie, une armée tout près du Sar, il s'appelait Maxime Ziadin. Voilà. Donc, je suis né en Turquie, j'ai obtenu une nationalité turque, hein, et puis voilà la réponse à ta question. D'accord. Mais tu n'as pas la nationalité russe. Je n'ai pas la nationalité Tu russe, pourrais non. l'avoir? Tu pourrais la demander ou pas? Non, ça passe. Ça me fait déjà deux Oui, ça nationalités. La suffit là. France n'acceptait pas trois nationalités, je ne passe pas, non. Mais j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Mais bon, après, mon russe, il est beaucoup moins bien que mon français, hein. Attention, malgré que c'est ma langue maternelle. Ça Ok. fait des années que je n'ai pas pratiqué. Alors, tu te sens de quel pays? Est-ce que tu te sens patriote? Et si tu es patriote, voilà, tu es proche de qui tu représentes avant tout? Alors là, c'est difficile à dire avant tout, hein. Moi, comme je te l'ai répondu dans mes questions, la France, pour moi, c'est quelque chose. Je suis une personne très reconnaissante. Tout ce qu'elle m'a donné, la France, tout ce qu'elle a fait pour moi, la France. Certes, j'ai fait aussi une petite chose. J'ai servi la France dans les rangs de la Légion étrangère pendant 22 années. Ce n'est pas anodin. Mais c'est vrai que quand je vois, sans rentrer mais trop dans les détails, tout ce qui se passe en ce moment en France, c'est vrai que le patriotisme, euh, comment dire, ça s'enflamme à l'intérieur. Je dis, mais merde, arrêtez, c'est beau pays. Regardez, il n'y a pas de gouvernement. Macron, il fait ses caprices. Les insoumises, alors on ne parle même pas, on ne va pas rentrer dans la politique, mais voilà. Après, quand je suis en Turquie, la Turquie, c'est un très beau pays. C'est vrai qu'ils sont très, très patriotes ici, hein. C'est même trop pour mon goût. Quand je vois une injustice, je me sens aussi un peu patriote turc. Mais toi, si tu me demandes quel est plus que l'autre, j'aurais du mal à te répondre. Pour venir à la Russie, c'est vrai que surtout tout ce qui se passe en ce moment, bon, chacun il a son idée, chacun il a son opinion. Mais moi, j'ai entendu quelque chose il y a environ un an à la télé. C'est le rédacteur en chef des Figaro Magazine qui l'a dit. Cette guerre en Ukraine a commencé à Washington et elle finira à Washington quand la Maison Blanche décidera. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, ce monsieur-là. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus vu passer à la télé. Mais voilà, on parle toujours de l'invasion russe. Certes, je ne défends pas la manière que la Russie fait la guerre, la façon que la presse française nous interprète, attention. Mais si on regarde un peu de l'autre côté, ils n'ont pas tout à fait tort non plus. Il est vrai que cette guerre, elle est là depuis 2014. C'est pas récent. C'est pas en 2022 qu'elle a commencé au mois de février. Et tout ce qui s'est passé avant, tu sais, Marc, en France, même avant cette guerre-là, il y a beaucoup de russophobie. Je l'ai senti en 2022 quand je voulais faire une cérémonie
de commémoration pour les cœurs de l'armée rouge décédés lors d'accidents d'avion en 2016. Ça faisait 5 ans. Ils m'ont fait tout pour que je ne puisse les réaliser. Je parle de la préfecture de Marseille, la préfecture, la mairie, et tous, ils m'ont mis tous les bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas réaliser cette cérémonie. Je ne pouvais pas le faire à l'intérieur du consulat russe à Marseille parce que c'était petit, et devant la porte, c'est la France. Donc il m'a fallu, comment dire, autorisation de la préfecture, de la mairie, etc. Je me suis battu, j'ai obtenu cette autorisation, oui, mais j'ai senti une russophobie, je ne sais pas pour quelle raison. Revenons à cette histoire des frégades que la Russie avait commandées à la France, que François Hollande les annulait. Tu sais, moi, comment j'ai obtenu cette autorisation pour faire ma cérémonie sur le territoire français? C'était le 25 décembre 2021, parce que lors de la réunion à la préfecture, à un moment donné, j'ai perdu mon contrôle, on va dire, parce que on me faisait tout pour que je ne réalise pas, mais comme je suis un combattant, merci la Légion étrangère qui m'a pris d'aller jusqu'au bout, à un moment donné, j'ai dit, l'amitié franco-russe, ça remonte à 300 ans. 300 ans d'amitié culturelle franco-russe. On a le droit de ne pas aimer Poutine, on a le droit de détester Macron. Là, tout le monde a rigolé. Mais là, on parle de la culture. Ce n'est pas de la politique. Alors, savoir une chose que beaucoup de Français ne savent pas, une des écoles de danse les mieux au monde, peut-être il est le meilleur au monde, à Moscou, ce fameux Bolchoï, où on apprend le ballet, en respect à la France, parce que c'est la France qui a inventé le ballet. Tous ces gestes qu'ils font, c'est en français, comme au judo ou au karaté en japonais, là. Et là-bas, tout est en français. Et là, je dis, regardez ce que vous êtes en train de me faire, là. Vous mettez les bâtons dans les roues. Et là, tout a arrêté. Ils m'ont dit, Monsieur Kent, vous pouvez le faire. Et en sortant, l'adjoint du préfet, de la police, je crois, il m'a dit, Monsieur Kent, très bien, continuez comme ça. Donc, il y a vraiment, il y en a qui ont une sympathie culturelle pour la Russie et d'autres aveugles pour dire non, la Russie, c'est envahisseur, le machin. Bon, voilà. Une question, beaucoup, beaucoup de réponses. Dis-moi la prochaine, sinon j'aurai encore pour longtemps. Oui, non, mais c'est intéressant, donc je te laisse parler. Je dirais malheureusement, beaucoup de gens mélangent tout. On a le même problème avec la Chine, donc il faut faire la différence Exactement. entre la Chine culturellement et la Chine, enfin le gouvernement de nos jours. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, maintenant, sortons un petit peu des sujets un peu politiques. Parlons de la Turquie. Comment est la vie en Turquie? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Alors, la Turquie, en ce moment, elle est frappée par une inflation galopante. Il y a à peu près 60% par an. Voilà. Donc, le gouvernement fait tout pour stopper ces galopants, excuse-moi, cette inflation. Avant mon arrivée, c'était très, très bien. Économiquement, ça marchait très bien. Et ça, c'est les 2 dernières années qu'il n'arrive pas à stopper cette inflation. C'est le seul inconvénient que je vois dans le pays. De l'autre côté, la culture turque, elle est complètement différente. Par exemple, en Turquie, quand vous dites bon appétit à quelqu'un, il va pas vous dire merci. Il va vous dire, monsieur, venez partager avec moi. Et n'importe quel Turc, hein, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas de merci quand on dit bon appétit, quoi. Les gens sont généreux, malgré qu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont généreux. Les gens sont accueillants. Après, il y a des bons et des moins bons, comme un petit peu partout. Mais quand on parle en général, c'est vrai que c'est une bonne mentalité. Très patriote, un peu même trop à mon goût. Moi, je suis patriote. C'est vrai que quand je vois le drapeau français, je me lève et tout. Bon, enfin bref. Mais non, non, c'est un beau pays, un pays à visiter, c'est vrai. Il devient de plus en plus cher, mais ça reste quand même un endroit très, très agréable.
Le coût de la vie, il a beaucoup de désavantages. Moi, par exemple, étant donné que je suis retraité, tous les transports en commun, pour moi, c'est gratuit. Tous les musées sont gratuits. Euh, alors, pour vous donner une idée, la vie en Turquie, moi, je paye ici électricité en hiver à 5 euros par mois Oh, avec c'est pas la cher. clim. Avec la clim, maintenant, c'est en été, c'est 15 euros. Mon Dieu, ma facture est multipliée par 3. Je vais me ruiner. L'eau, chacune, il y a, je ne sais pas combien de mètres cubes gratuits par mois, toute la population. Et ce qu'il est mieux, c'est que le gaz, ça coûte rien du tout ici. L'hiver dernier, quand en France, vous y étiez, pas vous, mais je vais dire, je m'adresse aux Français, limiter le chauffage à 19 degrés, nous ici, on était au gaz gratuit pendant un an. Et on avait l'obligation, vous allez rigoler, je dis vous, je m'adresse à tout le monde qui va m'écouter, on avait l'obligation d'allumer le chauffage même s'il faisait chaud dans l'appartement. Pourquoi? Parce que le voisinage, ils se sont plaints que leurs voisins se réchauffent avec leur chaleur et ils n'allument pas leur gaz, leur chauffage pour se réchauffer. Alors écoute la suite, écoute la suite, écoute la suite. C'est complètement con, quoi. Donc, ils ont sorti, ils ont dit, maintenant, tout le monde est obligé d'allumer le chauffage. Et s'il fait trop chaud dans votre appartement, ouvrez vos fenêtres pour la refroidir. Mais le chauffage va fonctionner. Ah, c'est pas très écologique, ça. C'est- mais, mais il était gratuit. Mais c'est pas très écologique, oui, mais il était gratuit. Ah, pourquoi il était gratuit? Ah bah, alors là, c'est une bonne question. Ils ont trouvé du gaz en Turquie. J'avais lu ça comme ça, ma C'est chaîne, du gaz mais russe. le président, Il le y en avait trop. président Erdogan, qu'il est, comme tous les présidents, beaucoup critiqué, beaucoup apprécié, enfin bref, il avait promis, il a dit, si je gagne les élections, le gaz sera gratuit pendant un an. Donc, on a allumé les chauffages pendant que, en France, on coupait les chauffages et les fenêtres. Nous, on a allumé les chauffages et comme il faisait très chaud, on a ouvert les fenêtres pour refroidir l'appartement. Voilà. D'accord. Intéressant comme anecdote. Bon, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu as été militaire, tu as été entrepreneur, restaurateur, tu as fait beaucoup de choses, la Légion étrangère. Quels sont les faits marquants de ta carrière? Quelques anecdotes, quelques voilà, passages. Tu as écrit Visite de la mise à la défense. Tu as parlé de ta Alors, Côte d'Ivoire. euh, dans l'armée, mon meilleur parcours, mon meilleur souvenir, c'est que en 2004, nous sommes partis très rapidement en Côte d'Ivoire. C'était la guerre. Donc, le pays il était coupé en deux. Côté nord, des rebelles qui attaquaient le sud. Et nous, on est arrivés au milieu, on a créé une zone tampon, c'est ce qu'on appelle. Là, par hasard, j'ai découvert une chorale religieuse. Donc, je suis allé un peu me sympathiser avec eux. J'ai amené les militaires français de chanter un peu avec eux. Et après, on était au sud de la Côte d'Ivoire. Et à peu près 2 mois après, on a déménagé au nord de la Côte d'Ivoire. On a changé le camp. Et là, on était chez les rebelles. Donc, c'est moi qui l'ai allé chercher les choristes. Et là, j'ai eu une idée. J'ai dit, pourquoi pas prendre les choristes du Nord et les choristes du Sud, les deux communautés en guerre, et de faire une messe pour la paix avec des militaires français au milieu qui lui tiennent main par la main. Alors, j'ai proposé mon idée au commandement. Le colonel, qui est général aujourd'hui de Saint-Chamas, il a trouvé mon idée très bonne. Il m'a dit, tu peux. Moi, fou comme je suis, j'ai dit, je peux. Donc, le 1er août 2004, c'était un dimanche. On a pris les choristes du Nord pour l'amener au sud, à la ville de Yamoussoukro, où se trouve la plus belle et la plus grande basilique du monde. Contrairement à ce qu'ils croient, elle n'est pas au Vatican. Elle est en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Notre-Dame de la Paix. Vous pouvez la Ah chercher bon? sur Internet.
Ok. exactement. Et on a amené 18 000 places dedans. Donc, on a amené les choristes du Nord pour qu'ils ne font pas attaquer au Sud. On appelait la caravane de la paix. On les a amenés au Sud et on a fait une messe pour la paix avec les choristes du Sud, les choristes du Nord et au milieu les Français, les militaires français qui les tenaient main par la main. Là, évidemment, j'étais aux anges et j'ai eu une très, très haute félicitation de l'armée, ce qu'on appelle les témoignages de satisfaction, parce que j'ai œuvré à mon niveau pour la paix dans l'armée, dans le pays, autant pour moi. Oui, tu nous as envoyé ce document, il est dans l'article sur le site. D'accord. Exactement. Alors, ma vie de restaurateur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Les trois choses marquantes, j'ai invité la ministre de la Défense en fonction, c'était Michel Alliot-Marie à l'époque. Elle est venue, on peut dire qu'elle a fait inauguration rapide de mon restaurant. Après, c'était Patrick Sébastien, il est passé chez. J'ai vu pas mal Amel Bent, etc. Et on a fait beaucoup de succès. On a fait énormément de succès. Euh, On est devenu le restaurant le mieux noté de France parmi 77 000 restaurants sur le site Internet. Et comme j'ai écrit dans la réponse, à l'époque, TripAdvisor, ça n'existait pas. Il existe toujours l'Internet, c'est une société allemande, et TripAdvisor américaine. Bien sûr, ils ont venu derrière, ils ont écrasé TripAdvisor. Maintenant, on ne parle même plus de. Enfin bref, on est devenu le restaurant le mieux noté de France. Un de mes beaux souvenirs, c'était quand j'ai décidé d'inviter Barack Obama quand il était président des États-Unis. Tout le monde m'a pris pour un fou. Moi-même, je me suis pris pour un fou. Mais c'était la com, sachant qu'en 12 ans de présence au restaurant, nous sommes passés 146 fois dans les journaux. Nous avons passé à la télé, etc. Donc, la réponse d'Obama, c'était une surprise. C'est une maison, ce que tu as mis aussi sur le site, hein. C'est une excuse officielle de la Maison-Blanche, comme quoi il ne peut pas venir, mais souhaite bonne chance, etc. Entre-temps, ce que je n'ai pas dit aussi, qu'il est très intéressant, ça va faire rigoler tout le monde. Quand j'étais toujours restaurateur, c'était en 2016, j'ai voulu me présenter aux élections municipales de notre ville. Et comme je n'ai jamais fait la politique, il me fallait une formation politique. Donc, j'ai dit, je vais demander à Monsieur Vladimir Poutine qui me prenne un stage au Kremlin. Et culotté comme je suis, je lui ai fait un courrier. Kremlin m'a répondu. J'ai eu la réponse. Ça a sorti dans le journal, tout le monde rigolait et tout, mais c'était la com, quoi. Mais bon, enfin bref. Le Kremlin m'a répondu, c'est pas monsieur, allez-y, on a d'autres choses à faire. Non, non. Ils m'ont répondu, une réponse très intelligente. Suite à l'article, machin, etc., nous ne pouvons pas prendre des stagiaires des pays non conventionnés. Néanmoins, à l'époque, c'était François Hollande au pouvoir. Néanmoins, le président Poutine vous souhaite bonne chance dans votre ville politique en France. Bah, c'est pas Voilà, mon mal. dernier, parce que si je commence à raconter, il y aura plein d'autres choses. 146 fois dans les journaux, c'est pas parce que j'ai fait un sourire à un client que j'ai passé dans les journaux, hein. D'accord. J'ai innové. J'ai innové. Ok. Alors enfin, les cœurs de l'armée rouge. Comment tu es rentré dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, le cœur de l'armée rouge, le 25 décembre 2016, quand cet avion s'est écrasé sur la mer Noire avec 63 membres des cœurs de l'armée rouge, il partait en Syrie pour le concert des Nouvel An. Deux avions. J'étais fan depuis mon tout petit, le cœur de l'armée rouge. Le chant, j'aime beaucoup. L'armée aussi. Et là, les deux se trouvent dans un. C'est le cœur de l'armée rouge pour moi. Donc, quand j'ai appris cet accident d'avion, c'est comme on m'a frappé avec une batte de baseball sur ma tête, là. J'étais complètement perdu.
Ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Mon premier geste, c'était d'envoyer des fleurs à l'ambassade de Russie à Paris. Et ça ne suffisait pas pour me soulager un peu. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai organisé un concert à leur honneur et j'ai invité 5 chorales qui ont fait 2 chants chaque chorale. Et après, on a fait ensemble, sous ma direction, un chant religieux russe pour leur dire adieu. J'ai invité le consul de Marseille. Il a envoyé son adjoint. Il avait le préfet dans mon concert. Il avait. Le consul de Marseille, Alors, c'est-à-dire le consul de Turquie à Marseille? non, 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 le consul russe. C'est le Ah, consul russe de de Marseille, Russe à son Marseille, adjoint. oui, d'accord. Exactement. Il est venu à Bagnols-sur-Cèze. Il se trouve à 150 km à peu près. Il est venu. Il a participé à notre concert. Il a fait bien sûr son rapport en Russie, hein, parce que c'est le consul en déplacement diplomatique et voilà. Et là, j'ai eu une proposition de producteur de chœur de l'Armée rouge parce que ils sont 2 groupes. Il a le groupe de chœur de l'Armée rouge, il est en 2 groupes. Tous les deux s'appellent de chœur de l'Armée rouge, mais un qui appartient au ministère de la Défense, ce qu'on appelle Alexandrov. Beaucoup de Français ne le savent pas. Et l'autre appartient au ministère de l'Intérieur, qui s'appelle le MVD. Donc, le deuxième groupe qui n'a pas subi, qui n'a pas eu cet accident, qui était en Israël à l'époque, en concert, ils ont entendu mon geste que j'ai fait envers leurs camarades et ils ont invité ma chorale de chanter avec eux à Lyon, leur général. Et moi, j'étais encore une fois culotté. Je lui ai écrit, j'ai dit, mon général, vous faites un magnifique cadeau, mais laissez-moi diriger au moins une chanson avec vous. D'ailleurs, on n'a chanté qu'une seule chanson. Et il m'a regardé, il m'a dit, Alexei, le jour quand on est arrivé, il m'a dit, vous voulez vraiment diriger? J'ai dit oui, la chorale, elle est à vous. Et là, j'ai eu la chance de diriger. Et donc après, le producteur de ce que je disais, le producteur en France, il m'a contacté et il m'a dit, est-ce que ça m'intéresserait de faire une tournée avec eux en tant que responsable artistique? J'ai accepté, bien sûr, et j'ai fait une tournée de 24 concerts en France, en Belgique et en Suisse. Voilà. Donc, je fais partie plus ou moins de cet ensemble. Et quand je les ai vus en Turquie, ils sont venus au mois de mai, il n'y a pas si longtemps. J'ai eu un accueil très, très chaleureux. Leur chef de chœur, magnifique, il m'a vu tout de suite, il m'a dit, Alexei, il est où ta chorale? Il est où ta chorale française? Voilà. On a pris une photo ensemble. Je peux vous l'envoyer d'ailleurs, hein. On a pris une photo ensemble, très amicale, et il m'a dit, Alexei, tu me rends un service? Vous me rendez un service? J'ai dit, mon colonel, oui. Envoyez ces photos à Macron. Ça compte quelque chose de très joli aussi dans mes souvenirs. Quand on était à Nice avec lui, il m'a dit un jour, Alexei, regardez, vous avez en France la mer, le soleil, la plage, les palmiers. C'est beau ici. J'ai dit, ouais. Qu'est-ce qu'il est venu foutre Napoléon à Moscou? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ok, très bien, très Les intéressant. questions sont courtes, mais les réponses très longues, tu Ouais, vas ouais, dire. ouais, mais Mais bon, bon, voilà, sont ça, c'est bien intéressantes, donc moi. il n'y a pas de souci. Bon, alors, dernière question. Est-ce que la Turquie est encore une bonne destination, soit pour le tourisme, soit pour s'expatrier? Bon, toi, tu as un point de vue, Ah, bien entendu, tu es turc, mais bon, si tu penses aux Français qui te posent une question, voilà, ils cherchent à s'expatrier, ils hésitent, qu'est-ce que tu leur dis pour la Turquie? ben, je vais les décourager tout de suite parce que il est quasi impossible de s'installer en Turquie si on n'a pas vraiment, vraiment marié. Même ceux qui ont marié avec une Turque ou un Turc, ils ont du mal à obtenir leur séjour, hein. Avec tous les migrations qu'il a eues de la Syrie, de l'Irak, etc. C'est pas, tu dois être au courant. La Turquie a bloqué les immigrés. L'Europe, il paye, je sais pas quelle somme par an pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Donc, ils ont bloqué tout ce qui est carte de séjour et tout. C'est quasi impossible à voir.
Voilà. C'est très, très difficile. Par contre, comme touriste, 3 mois, maximum 90 jours, ben, je conseille à tout le monde, venez découvrir cette magnifique ville entre deux continents, qu'elle fait 270 kilomètres de largeur, 20 millions d'habitants. Et contrairement en France où on trouve des autoroutes entre les villes, à Istanbul, vous trouvez les autoroutes dans la ville. Un réseau de 660 kilomètres d'autoroutes dans la ville d'Istanbul. Une ville qui ne dort jamais. D'accord. Alors, il y a quoi à faire en Turquie? C'est la nourriture, c'est les paysages, il y a des montagnes, il y a quoi à voir? Alors, en parlant de montagne, il y a Cappadoce, la Montgolfière, que tout le monde connaît. Mhm. À Istanbul, il a des musées, il a la Sainte-Sophie, il a la mosquée bleue, il a le palais englouti, on appelle aussi la citerne de la basilique. Il y a beaucoup de films qui étaient tournés, les films américains de James Bond d'ailleurs, il était tourné dans le musée de Cité de la Basilique. Après, il a la mer, il a la plage, il a les îles des Princes. Je peux vous sortir une liste comme ça. Istanbul, on ne s'ennuiera pas Istanbul. Il a tellement de choses. Il y a beaucoup du monde. Est-ce que Istanbul c'est en sûr, 2023. comme un pays, si j'y vais avec mes enfants, etc., est-ce qu'on risque de se faire agresser, racketter, etc.? Alors, c'est là, on va parler aussi. Euh, Istanbul, vous pouvez vous promener. Une femme en mini-jupe peut se promener dans la rue, pas dans le coin sombre. Hein. Attention, parce qu'on a des immigrés quand même. Hein. Il paraît qu'ils sont 4 ou 5 millions, quoi. En centre-ville, vous pouvez vous promener. Quand je dis centre-ville, c'est pas, il faut pas imaginer centre-ville de Paris. Hein. C'est très, très grand centre-ville. S'il y a quelqu'un qui va agresser une femme, même verbalement, les Turcs, ils ont les sangs très chauds, ils vont tous intervenir. La loi non-assistance à une personne en danger en Turquie ne doit pas exister parce que les Turcs, naturellement, interviennent. Ils aident les personnes. Moi, je suis témoin d'une femme qui voulait se faire voler son, je sais pas quoi, téléphone, je crois. Mais quand les Turcs ont intervenu, mais c'était vraiment, comment dire, ça faisait peur, hein. Et ils ont dit, mais toi, tu bouges pas d'ici, on appelle la police, machin. Il avait au moins 3, 4 personnes autour du voleur, il a fermé, bien sûr. Non, non, là, de ce côté-là, ça ressemble pas à Marseille, ça ressemble pas à Turquie, ce côté-là, non, là, c'est très, très rassurant. Là, moi, il a une rue qui s'appelle, bon, la traduction en français, la rue de l'Indépendance à la place de Taksim. La place Taksim, c'est le cœur du cœur de cœur d'Istanbul. Cette rue, elle fait 2 kilomètres à peu près. Elle est fréquentée par 3 millions de personnes par jour. Ben, j'y étais, on y a été, il me semble. Ah ben voilà, ouais, ben Oui, oui, ben, qu'est-ce que je te je raconte? connais. Ouais. Oui, c'est très Voilà, bien. mais bon, j'ai dit aux autres qui vont nous écouter, Oui, oui, bien peut-être. sûr. Ouais. Et cette rue-là, mais c'est des gens en mini-jupe, des homosexuels, et même si c'est pas très bien vu les homosexualités ici, pas par tout le monde, pas par tout le monde, mais il n'y a aucun problème ici. Hein. D'ailleurs, tu as vu le monde qu'il avait. Hein. Qu'est-ce qui peut t'arriver Oui, dans ça avait un lieu? semblé d'être comme en Europe, en fait. De ce que j'ai vu, en tout cas, dans le centre. Au niveau de sécurité, c'est plus avancé que l'Europe. Je vais dire, ouais, ils ont beaucoup plus avancé que l'Europe. Ça n'arrivera. En France, tu vas intervenir pour protéger une femme parce qu'elle s'est fait agresser par je ne sais pas qui. Il va pas se calmer quand tu vas dire arrête. Tu vas être obligé de sortir tes muscles. Et si tu as le malheur de lui coller une, ben tu te retrouves devant le juge, camarade. Non, mais ça te fait rigoler? Ouais, Mais ouais, mais non, c'est la moi je France, on sait rigole bien. pas. Il a deux légionnaires à Nîmes, qu'ils ont vu un jeune, parce que les journalistes appellent ça les jeunes, hein, euh, tabasser sa copine. Ils ont intervenu, ils ont secoué un petit peu, c'est qu'il a mérité. Moi, j'aurais fait pire, mais ils sont passés devant le juge. Non, mais quand je raconte ça en Turquie,
Mais les gens, ils ne me croient pas, ils croient que je raconte un film, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, mais par contre, je vois beaucoup il y a des groupes où on voit qu'il y a beaucoup de francophones en Turquie. Ce sont des expats, mais en fait, ce sont des binationaux, c'est ça? Pourquoi il y a autant d'étrangers en Turquie qui sont francophones? Pourquoi il y a autant d'étrangers, des binationaux? Oui, ben ouais, j'imagine que c'est des binationaux. Voilà, parce que on en a parlé tout à l'heure, il y a des francophones à Istanbul. Ce sont Il y a pas mal, des ouais. franco-turcs, ce sont quoi? Ce sont des personnes du Maghreb qui ont immigré à Istanbul. C'est qui? Mais écoute, il y a quand même beaucoup de Maghrébins, oui. Il y a beaucoup de Maghrébins, des francophones sur le site ailleurs, on les voit. Ils ont obtenu leur permis de travail, je ne sais pas comment. En tout cas, ces derniers temps, tout est bloqué apparemment. Après, les Turcs, bon, les retraités, je pense que c'est les mêmes raisons que les miennes, économiques, quoi, hein, tu vois. Après, la qualité de la vie. Moi, à Bagnols-sur-Cèze, à 18 heures du soir, on ne voyait pas un chat dans la rue. Ici, c'est pas la même chose, la qualité de vie. Après, je sais pas pour quelle raison. Franchement, je peux pas te dire, mais il y en a pas mal quand même, ouais. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Et tu vas rester là-bas, tu n'as pas envie d'aller au Portugal ou en Thaïlande? La plupart des retraités français vont souvent au Portugal s'ils veulent rester en Europe, ou en Thaïlande s'ils veulent aller en Asie. Alors, Portugal, non. Portugal, ça m'attire pas. Comme ça, rien contre le Portugais, hein. Thaïlande, écoute, Thaïlande, c'est quand même un pays où j'étais, moi, une fois, hein. Bon, à l'époque, j'avais quand même 40 ans, hein, ça passait mieux. À 70 ans, je ne sais pas comment je vais pouvoir résister là-bas au Thaïlande. Non, c'est un peu loin aussi, hein. Non, je n'ai pas pensé. Thaïlande, non. Mais Madagascar, peut-être, oui. Ah, d'accord. Pourquoi Madagascar? Mada- Mais parce que j'ai une amie légionnaire aussi qui s'est Hmm. installée sur l'île de Nosy-Bé. Je suis allé lui rendre visite au mois d'avril cette année. Euh, Si l'inflation continue à ce rythme en Turquie, je vais être obligé de quitter le pays pour des raisons financières. Pour te donner une idée, il y a 2 ans, je faisais laver ma voiture pour 1 euro. Aujourd'hui, je la lave moi-même au Karcher dans les stations pour 2 euros. C'est énorme. C'est plus qu'en France, l'inflation. Ah, l'inflation, c'est beaucoup plus qu'avant, c'est 60%. Ouais. Alors, 1 euro, on lavait ma voiture. Aujourd'hui, 2 euros, je paye, jetons, que je lave moi-même. Voilà. Et c'est le coût de la vie qui est très, très, très important. À Madagascar, je suis resté 10 jours. La bière dans les boîtes de nuit, c'est 1 euro. Massage normal, massage normal, 1 heure, c'est 4,50 € et des bons massages. Et le SMIC, il est à 50 euros. Donc, j'ai connu des Français, beaucoup de Français, de retraités, qui ont embauché un cuisinier, notamment un ami 73 ans. Il a un cuisinier, un jardinier pour sa piscine et pour son jardin, et une femme de ménage. Il paye 150 euros par mois seulement. Ah, c'est pas cher. Ah, c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit bien, si l'inflation continue comme ça, ben, je vais m'installer là-bas. Après tout, je suis divorcé, je suis libre. Je ne donne pas des idées, je ne vous donne pas des idées, hein, les gars mariés. Attention, les filles sont belles, ils sont très gentils. Le massage, il est à 4,50 €. Je répète, massage normal. La billet, c'est 1 euro dans les boîtes de nuit. Eh ben, attends, voilà quoi. Tu me donnes envie d'y aller là. Je vais y aller. Je connais des gens sur place d'ailleurs. Ah ben, je te conseillerais, mais ne dis pas à ta femme, hein, parce qu'elle va pas être contente. Voilà, faut que je vienne avec.
Et là, ça sera une grande erreur. Ok, ok. Bon, très bien. Bah, écoute, ça fait déjà ouais, presque trois quarts d'heure. Mais écoute, c'était intéressant. Ah, quand même, J'espère qu'on se retrouvera bientôt en Turquie. En tout cas, quand tu veux. si certains veulent te poser des questions, veulent entrer en contact avec un Français disponible qui veulent bien aider les compatriotes, les patriotes qui veulent des infos sur la Turquie, ils peuvent te contacter. Et voilà, on reste en contact pour la suite. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci de m'avoir invité. Je m'adresse aux patriotes, aux Français, aux francophones. Si vous voulez venir en Turquie, mon numéro de téléphone va s'afficher. Vous pouvez me contacter. Je suis quelqu'un qui aime bien aider les gens. Je suis une personne qui aime les contacts. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous êtes russophobe, contactez-moi quand même. On trouvera toujours un moyen de s'entendre. Je vous attends à Istanbul. Avec plaisir. Je viendrai vous chercher à l'aéroport. Voilà quoi. Vous ne serez pas déçus de votre voyage. D'accord. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. C'est le numéro WhatsApp français, c'est ça? 06 20 17 24 29. Pour Ouais, WhatsApp, il faut mettre plus plus 33 avant. 33. Logique. Logique. Très bien. Ben, merci beaucoup, Alexei. Et à très bientôt. Bonne soirée pour toi. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.